Près d'un senior sur 10 à domicile est en perte d'autonomie dans les Hauts-de-France. C'est ce que publiait l'INSEE en 2021. La région, comme la France, sera confrontée au vieillissement de sa population. Le nombre d'habitants de 75 ans et plus aura doublé en 2070 et la région comptera notamment 400 000 seniors supplémentaires de plus de 65 ans. L'enjeu de la prise en charge des aînés est énorme. Il va falloir être prêt et on en parle dans cette émission Ensemble c'est tout. On s'interroge sur les défis autant économiques que sociétaux à travers cette émission avec vous, mes invités. Nous avons le plaisir de recevoir Laurence Deleur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisatrice d'un documentaire Hold Up sur les vieux. Notamment, vous dénoncez la prise en charge des aînés, notamment dans le secteur privé. À vos côtés, Guillaume Alexandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Vie Active. Oui. Et Éric Batcave, de l'autre côté, directeur du pôle médico-social à l'ANAC et membre de la commission personnes âgées à la FEAP. Bienvenue à vous. Merci. Alors, je donnais déjà quelques chiffres un peu évocateurs juste avant, mais vous en avez beaucoup plus des chiffres à nous montrer. Finalement, le vieillissement de la population, ce sont des chiffres qui sont vertigineux finalement quand on les regarde de près et quand on regarde en 2030 et en 2050. Ça, vous le confirmez? Ah ben on le confirme vraiment. Et d'ailleurs, on parle de choc démographique. On touche du doigt aujourd'hui le choc climatique. On le vit tous les jours, encore aujourd'hui. Et le choc démographique, nous sommes tous là, présents. On sait que ça va arriver. Et malheureusement, peu d'anticipation. Et on risque de prendre très cher. Alors, juste, je parlais des personnes en perte d'autonomie en 2011. Alors, ce sont des chiffres nationaux que vous avez. On peut donner un chiffre, ce que ça donnera en 2030. Alors là, on est à 2,75 personnes âgées en perte d'autonomie en 2021 au niveau national. En 2030, en 2050, ça donne quoi, ce chiffre? Donc, on passe à 3 millions et on passe à 4 millions en 2050. C'est-à-dire que c'est exponentiel, hein, et on voit bien, c'est la génération des baby-boomers qui arrive à l'âge du grand âge, et il va falloir qu'on s'apprête à pouvoir faire face et à pouvoir accueillir, accompagner correctement nos aînés. Alors pour y faire face justement, c'est l'accompagnement, donc c'est l'encadrement, et là aussi, des chiffres qui font aussi un peu peur. Si on ne change rien, en 2030 et 2050, là aussi les chiffres sont aussi exponentiels dans le besoin qu'il faudra, mais il faut quand même que ça bouge, quoi. Alors l'encadrement, ça veut dire retrouver des professionnels. Ouais. On est malheureusement un secteur peu ou pas attractif, donc ça c'est une première difficulté. Et une des visions que nous portons, pour l'associatif en tout cas, hein, c'est vraiment de pouvoir upgrader et augmenter le taux d'encadrement des soignants auprès des seniors, de manière à leur offrir un accompagnement, une prestation de qualité. Ça, ce serait une mesure très court terme qu'il faudrait que nous envisagions. Et puis ensuite, il faut que nous puissions répondre au phénomène exponentiel d'augmentation du nombre de seniors qui vont venir frapper à nos portes. Alors, besoin en personnel, hein, pour 2030, c'est 100 000 personnes. En 2050, 234 000. Ça fait quand même... il va falloir en former des gens au métier de l'autonomie, entre guillemets. Alors, il faut en former. On pourrait en former de manière beaucoup plus large. Pour ça, il faudrait qu'on leur offre un statut qui soit un petit peu plus attractif. Mais en dehors du statut, il y a des choses qui sont en train de se corriger là, il faut aussi que le métier soit moins pénible. Pour qu'il soit moins pénible, c'est un cercle vertueux. Il faut qu'on augmente un petit peu plus les ratios d'encadrement qui vont permettre de mieux s'occuper des gens. C'est-à-dire de les considérer dans leur globalité. Pas uniquement sur l'acte technique, mais vraiment envisager l'individu comme un grand parcours avec ses joies, ses peines, ses envies qu'il va falloir accompagner avec toute l'humanité qu'on leur doit. On y revient. Vous voulez réagir, bien sûr. Oui, simplement pour compléter le propos d'Éric Batcave, on a aujourd'hui des rapports parlementaires qui affirment cela très clairement. Le taux d'encadrement doit passer à minima, à 0,8, alors qu'actuellement nous avons 0,5 voire 0,6 encadrant autour des personnes âgées. Donc c'est un pas dont tout le monde a conscience. Hein. Ce ne sont pas que les chiffres d'Éric Batcave, ce sont les chiffres des rapports officiels du gouvernement français. Vous, la Vie Active, vous gérez 14 EHPAD en tout, dont une bonne partie dans la région des Hauts-de-France, 11 dans la région Hauts-de-France. Justement, quand vous entendez ces chiffres, le taux d'encadrement, etc., comment vous vivez cette situation et comment vous vous adaptez pour demain? Parce que là, il y a une vraie adaptation à faire. Je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle qui serait la solution Vie Active qui d'un seul coup donnerait satisfaction dans nos établissements. Nous avons une culture
de la motivation de nos personnels autour des personnes âgées. Nous essayons de donner des moyens puisque nous sommes associatifs, nous n'avons pas de rentabilité exigée par des actionnaires. Donc tous les moyens qui viennent à l'établissement sont utilisés pour les résidents. Et c'est sur cette base de bonne volonté que nous arrivons encore à motiver les agents auprès des personnes pour faire en sorte que l'EHPAD reste un lieu de vie. Mais je dirais que la solution EHPAD n'est qu'une solution parmi toutes celles qui sont nécessaires à mettre en œuvre dans un avenir proche, parce que les gens voudront rester aussi à domicile, parce qu'ils ont raison de vouloir aller au domicile le plus longtemps possible si c'est là leur volonté, et à un moment donné peut-être de basculer dans l'EHPAD. Mais le domicile comme l'EHPAD sont deux endroits dans lesquels nous devons augmenter notre capacité à encadrer parce que les personnes âgées seront là, elles seront présentes et nous devons nous en occuper. Et elles seront nombreuses, hein, vous l'avez entendu. On y reviendra évidemment sur cette convivialité, cette ambiance, cette vie qui doit régner évidemment dans les EHPAD et notamment avec vous aussi, Laurence Deleur. Avant cela, je voudrais qu'on découvre finalement aussi des établissements, alors les établissements de la vie active et notamment celui de Sailly-sur-la-Lys. Là aussi, on essaye de maintenir le plus possible l'autonomie des personnes et c'est un EHPAD qui se veut très innovant. Regardez tout de suite ce reportage de Insaf Chaban. À l'EHPAD La Vie Active de Sailly-sur-la-Lys, l'accent est mis sur le bien-être et l'autonomie des résidents. Des travaux de réhabilitation ont commencé dans la structure et permettront d'avoir des espaces de vie plus adaptés aux personnes âgées. Ces travaux de réhabilitation sont visibles dès l'entrée en chambre. Nous avons souhaité répondre à la charte des libertés d'aller et venir. Notre souci initial, c'est l'accès des résidents à la chambre. Nous avons souhaité développer avec des sociétés ce système. Ce système, c'est tout simplement une poignée connectée et une reconnaissance faciale. Donc ce coffret va être percé à 3 endroits. Cette caméra va donc être amovible, va pouvoir monter ou descendre en fonction de la situation de la personne. Donc au final, ce que nous venons de valider, c'est l'utilisation de la clé qui restera opérationnelle, l'utilisation du badge qui va être installé et l'utilisation de la caméra, les 3 dispositifs dans l'installation globale de la structure, c'est ce qui sera mis en place. L'intérieur des chambres, lui aussi, a été réfléchi afin de permettre une autonomie maximale. Le résident, dès ses premiers pas au sol, a déjà un chemin lumineux qui se met en marche. À partir de là, le résident donc, peut s'orienter vers la salle de bain, qui est aussi avec une détection automatique lumineuse. L'axe d'amélioration de la salle de bain était une priorité, c'est-à-dire que sur ce genre de matériel, ce qui avait été recherché, c'est la hauteur du siège. Le toilette est réglable en hauteur. C'est avec cette manivelle ici. On peut très bien baisser le toilette, voilà, comme on peut très bien le remonter. En deuxième lieu, les membres supérieurs peuvent aussi jouer un rôle sur l'autonomie. Et de là, nous avons ces bras qui sont réglables. Ce genre de matériel permet de faire un réglage en fonction de je suis en fauteuil, ou bien je suis sur mes 2 jambes et j'ai besoin de redresser un petit peu. On a été jusqu'au détail d'aller chercher des poignées creusées simplement pour pouvoir bien se tenir et non pas avoir de l'émaillé qui glisse et le risque de chute ou de crainte et de peur du résident s'installe. D'ici fin 2025, les 80 chambres de l'EHPAD de la Lys seront réhabilitées. La modernisation de la structure passe également par l'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur avec de nombreuses activités organisées dans les jardins. On va découvrir plusieurs EHPAD ou finalement des EHPAD qui sont tournés vers l'extérieur, comme on vient de le dire, et puis qui se veulent très innovants. Avant cela, Laurence Deleur, les projections, on vient de les voir, elles sont là. La demande est forte et on comprend finalement un peu comment ces groupes, ces grands groupes privés ont su saisir l'opportunité de se développer sur le dos de ces personnes âgées et sur leurs familles. C'est ce que vous dénoncez à travers votre documentaire Hold Up sur les vieux. Un documentaire assez édifiant. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir parce que c'est vraiment assez affolant. Vous êtes allé dans plusieurs pays européens et on se rend compte que finalement la prise en charge est quand même assez défaillante dans tous les secteurs privés en l'occurrence. Oui, alors j'ai réalisé ce documentaire pour Arte, hein, il est encore visible sur le site internet d'Arte. Et effectivement, avec Arte et la société CAPA, on a souhaité, après l'affaire Orpea et après le livre de Victor Castanet qui avait ébranlé un petit peu ce secteur, voir comment ça se passait à un niveau européen. Alors on n'est pas allé dans tous les pays européens, c'était pas possible, mais on est allé dans quelques pays européens qu'on a choisis pour voir comment le secteur privé lucratif, qui était illustré par Orpea dans cette affaire, s'occupait de ces personnes âgées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grands groupes français, c'est les grands groupes leaders en Europe. En fait. Voilà. C'est nos grands groupes à nous. Ils ont commencé en France, ils se sont développés en Europe. C'est ça. Ils ont commencé à se développer en France dans les années 2000 parce qu'on a décidé d'ouvrir les subventions
à ce secteur aussi privé. Et donc, ça devenait intéressant d'investir dans le secteur des personnes âgées. Et puis ensuite, ils se sont développés dans de nombreux pays européens. Et donc voilà, effectivement, ce que vous appelez défaillance, en fait, c'est tout simplement qu'une entreprise, elle est là pour faire de l'argent, en fait. Okay. Donc c'est difficilement conciliable avec une personne âgée, parce qu'elle a besoin de soins, elle a besoin d'attention et donc de personnel. Hein. C'est le personnel qui fait tout dans un EHPAD, dans une structure et qui fait que ça se passe bien ou pas. Donc forcément, les grands groupes vont avoir tendance à rogner sur le personnel, parfois même sur la nourriture, sur la rénovation des bâtiments. L'accompagnement, bien voilà. sûr. Et puis, ils ont des actionnaires, ils ont des investisseurs au-dessus. Et ces investisseurs, leur but à eux, c'est de développer la marge, de satisfaire des actionnaires. C'est pas que la personne âgée se sente bien. C'est secondaire pour eux aussi. Plus haut, évidemment. Alors, j'ai tout de suite envie de vous poser la question, Guillaume Alexandre, comment vous faites pour vous gérer aujourd'hui vos EHPAD? Est-ce qu'un EHPAD, aujourd'hui, est-ce que ça se gère comme ça chez vous, comme une entreprise, ou alors justement, non, là, vous êtes associatif, vous, donc évidemment, tout ça. Vous perdez de l'argent aujourd'hui pour vos EHPAD? Oui, on perd de l'argent. Donc c'est quelque chose auquel on essaye de remédier, mais on perd de l'argent clairement sur l'activité EHPAD au niveau de l'association. Est-ce que pour autant on veut remettre en cause le modèle et puis fermer notre activité? Pas du tout. Nous essayons de la soutenir du mieux que l'on peut au niveau de l'association. C'est faisable pour la vie active aujourd'hui, ça n'est pas forcément faisable dans tous les endroits. Ce qui veut dire que vous avez aujourd'hui des structures qui sont mal, qui n'ont pas la trésorerie suffisante pour pouvoir éponger les déficits et qui à terme vont soit fermer, soit être prises par des gros groupes qui certainement agiront de la manière dont ils ont l'habitude d'agir, c'est-à-dire de prévoir là pour le coup, et bien aussi la marge peut-être avant le soin. Donc il y a une difficulté à venir évidente pour un certain nombre d'acteurs. La solution à moyen long terme, c'est de revoir les coûts qui sont proposés pour pouvoir couvrir convenablement l'activité et faire en sorte que nous soyons dans des capacités à accueillir correctement les personnes. Ça exige d'avoir des bras en plus. Et ces bras-là, il faut les rémunérer à un moment donné. Et pour en avoir, au-delà des rémunérations, il faut que cette rémunération soit attractive. Sinon, vous n'aurez personne. Oui, parce que ce sont des métiers qui sont quand même très en tension, les métiers de l'autonomie. Si je peux ajouter quelque chose, la situation des EHPAD publics, elle est catastrophique aujourd'hui. Il y a 85% des EHPAD qui sont gérés par les centres communaux d'action sociale qui sont en déficit. Là, le gouvernement a dû faire des rallonges dans certains départements ou régions. Il y a des maires en colère, notamment en Bretagne, qui ont manifesté leur colère, leur désarroi. Donc la situation, elle est très grave et effectivement dans le domaine associatif aussi. Éric Badcave, j'allais vous demander quel modèle. Il faut renverser un peu la table, quoi. Il faut peut-être un nouveau modèle économique pour tous ces établissements et peut-être d'autres engagements aussi. Moi, je le crois. Là, à titre individuel, avec les réflexions aujourd'hui qui sont un peu en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une 5e branche, dite de l'autonomie. On a déversé une partie des cotisations de la CSG vers le grand âge. C'est pas suffisant. Tous les rapports que citait Guillaume, oui, tous vont dans le même sens. Il faut 10 milliards aujourd'hui. Mais pour pouvoir prendre en charge correctement les gens, il faudrait, et les chiffres le prouvent, à peu près 50 milliards. Donc il faut upgrader à travers la 5e branche, et puis il faut aussi revoir le modèle. On vieillit tous plus longtemps. Votre reportage est saisissant, et je trouve que ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est... Finalement, en France, on n'est pas si mal lotis que cela, mais il faut qu'on avance dans des réflexions et se donner un cap. Aujourd'hui, le président Macron a été élu. La loi grand âge devait être un des marqueurs de son quinquennat. Rien, malheureusement, n'a bougé. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas de cap et on est à 2 doigts de frôler le choc qui nous arrive. Donc, il faut se mettre rapidement autour de la table. On peut envisager des solutions, par exemple, d'assurance mutualiste, qui soient assujetties et dont l'assiette pourrait être tous les ressources, tous les revenus, pas que celui du travail. Des pays nordiques font ça, le Japon fait cela. On peut regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde pour essayer de nous adapter. Et ça va réduire le reste à charge parce que c'est un lourd tribut que les gens payent aujourd'hui, de manière à pouvoir envisager des solutions qui permettent d'être bien accompagnés et en nombre. Et après, il faut miser sur les expérimentations aujourd'hui qui sont en cours. Les gens veulent rester à domicile, en tout cas ils émettent le souhait, mais
Ok, on peut rester à domicile, mais c'est quoi la vie sociale? C'est quoi l'accompagnement? C'est quoi l'éveil? Quel est le rôle que l'on donne aux seniors? Et c'est ça, changer de cap. Voilà. Travailler sur le parcours, travailler sur la coordination, travailler sur le dépistage des fragilités. Là, on rentre dans quelque chose de novateur. Et c'est ça qui est attendu. Le domicile, il faut savoir que c'est bien beau d'être à domicile, mais les personnes se sentent très seules, en fait. Oui. Moi, j'étais à Saint-Sylvestre-sur-Lot, en Lot-et-Garonne. Il y avait une dame qui avait 97 ans, elle en faisait 75. Enfin, c'était incroyable. Elle n'avait aucun problème à se déplacer. Elle avait toute sa tête, mais elle souffrait de l'isolement. Elle n'en pouvait plus, en fait. Et il y avait une association dans le village avec laquelle elle faisait du tricot, des choses comme ça. C'était sa bénédiction de la journée. Mais elle voulait aller dans une colocation à Gévy, donc de l'habitat partagé, uniquement pour ça, pour ne plus être seule. On va revenir sur ces expérimentations et parler d'Agévie. On va parler de cet habitat inclusif, partagé, etc. Avant cela, on prend le cap de Marles-les-Mines, justement. On parlait d'expérimentation, d'EHPAD ouverts. Là, les générations se rencontrent. Il s'agit d'un lieu de vie à part entière. Il y a même une crèche qui va ouvrir dans quelques mois, vous voyez. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage de Rose Détré. Familles, amis, résidents et personnel soignant se sont réunis ce mercredi 12 juin pour le barbecue annuel à Bonnaire. Un établissement vivant qui, avec leurs résidents, profite de la vie à travers de nombreuses activités. La philosophie qu'on a pu mettre dans cet établissement avec l'ensemble de l'équipe, c'est voilà, qu'est-ce que nous aimerions bien avoir le jour où nous serions à la place de nos résidents. Donc obligatoirement, l'ensemble de l'équipe s'est tourné vers des sorties. Alors c'est toutes sortes de sorties culturelles, sportives. Voilà, on a été chercher vraiment ce que chacun appréciait. C'est pas parce qu'on arrive en EHPAD que la vie elle est terminée. Ici, bien au contraire, on la continue. Et c'est ce qu'on voudrait plus tard, par la suite, si nous, un jour, on vient rentrer à l'EHPAD, de retrouver toutes ces valeurs. Un établissement tourné vers l'intergénérationnel qui, tout au long de l'année, aime recevoir du public. Notre établissement est toujours ouvert sur l'extérieur et du coup, tout le monde peut rentrer, participer à toutes les activités qu'on propose tout au long de l'année. On est aussi sur cet établissement, sur un accueil d'enfants de façon régulière, d'un établissement voisin d'un de nos IME et pour pousser le bouchon jusqu'au bout, nous sommes en pleine construction d'une micro-crèche pour effectivement avoir de la vie et des enfants dans notre structure tout au long de l'année. Donc cette micro-crèche qui devrait ouvrir ses portes à la mi-septembre 2024. Entre barbecue, activités manuelles, sportifs ou encore voyages, les résidents de cet établissement n'ont pas le temps de s'ennuyer. Changeons l'image, faisons en sorte que la vie dans les EHPAD, elle existe, la preuve. Eh oui, on en a la preuve, la vie dans les EHPAD existe. Est-ce que ce sont ces expérimentations qui feront l'EHPAD de demain, finalement? Alors Éric Batcave, Guillaume Alexandre, dites... Ah oui, moi je trouve ça absolument merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut aller créer du contact. On le citait tout à l'heure, la vie sociale, l'animation, ce sont des choses, c'est fini les animations d'il y a longtemps. Maintenant, on a besoin de contact. Nous, on a ouvert, par exemple, on a déménagé une école maternelle dans un établissement. C'est merveilleux. À Barlin, notamment, précisons. À Barlin. Et c'est vraiment merveilleux. Maintenant, on a un recul d'1 an et demi sur cette expérimentation. Pour les deux publics, c'est ultra bénéfique. Oui, on peut faire du sport ensemble, des activités motrices. Oui, on peut faire des activités mémorielles ensemble, de mémoire. Oui, on peut chanter. Oui, on peut faire des activités artistiques. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont l'innovation. Moi, je trouve que c'est un peu notre patte, à tous les deux. En étant associatifs, on a une espèce de poil à gratter. On n'a pas d'actionnaire sur le dos, donc on essaye de donner le max. On a des équipes qui sont vraiment ultra motivées et on saute sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a un appel à projet, on se retrouve souvent ensemble pour aller y répondre et essayer de tester, d'ailleurs. On peut pas... Peut-être on n'a pas tout le temps raison. Oui, bien sûr, mais on évalue et voilà, et on avance. Au-delà, ce sont des établissements qui doivent vivre sur leur quartier. C'est-à-dire que on a vu que l'opération Orpea et le fait qu'elle ait été dénoncée, ce qui est tout à fait normal, a créé quand même une certaine forme d'angoisse vis-à-vis de ce type d'établissement. Et nous, on se doit de casser cette image et de dire ce que nous sommes. Et le meilleur moyen, c'est de faire en sorte que les gens viennent nous voir et que nous soyons aussi ouverts sur le quartier. Si demain, nos EHPAD sont en capacité de faire en sorte d'accueillir des personnes âgées qui sont encore à domicile pour venir faire des activités. Demain, on dédramatise le jour où, par la perte d'autonomie, on doit rentrer à l'EHPAD. On va y retrouver finalement des gens que l'on connaît, que l'on a déjà croisés, on sait où on met les pieds et tout va bien se passer.
Donc le pari que l'on fait, c'est un pari finalement de vie citoyenne d'un EHPAD qui n'est pas refermé sur lui-même. Il y a beaucoup de bon sens en fait dans ce que vous dites. Laurence Deleur, vous faites pas mal de gravité dans pas mal de pays. Selon vous, la meilleure solution, alors il n'y a pas de solution miracle, on l'a dit, mais qu'est-ce qui, pour vous, a retenu votre attention? En tout cas, il y a des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark qui sont montrés en exemple en Europe. Et il y a des délégations de parlementaires français qui vont régulièrement au Danemark regarder ce qui s'y fait. Et en fait, au-delà de l'animation, au-delà de l'ouvrir à la jeunesse, les EHPAD sont construits au milieu de la ville. Et par exemple, il y a des appartements en face, il y a des familles qui y vivent. La restauration est ouverte aux gens de l'extérieur. Donc, il y a des salariés qui travaillent dans l'entreprise voisine qui peuvent venir y manger. Donc, c'est vraiment conçu en harmonie avec la vie de la cité. Mais ça a à voir avec la manière dont on regarde nos personnes âgées, dont on regarde notre propre vieillesse. Et là-dessus, des pays comme le Danemark ont beaucoup à nous apprendre, je pense. Donc, il faut tous qu'on s'interroge. C'est pas seulement une question de politique, c'est aussi une question de regard citoyen et là où certains, peut-être jeunes, verraient plutôt... c'est vrai que quand on les interroge, les jeunes, souvent, quand ils pensent personnes âgées, c'est EHPAD, c'est difficulté, c'est très négatif, alors que dans les pays nordiques, on a plutôt tendance à associer la personne âgée à la sagesse, à des choses comme ça. C'est vrai qu'on a un vrai problème de vision, enfin d'agisme en France. Comment on lutte contre ça? À votre niveau, en tout cas, en ouvrant les portes. Mais est-ce qu'il ne faut pas plus que ça? C'est un changement de mentalité, là, pour le coup. C'était bien des projets quand même. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, c'est pas que les EHPAD. C'est d'une manière globale. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des projets comme les assemblées des aînés qui permettent de se réunir. Et de là, en général, c'est plutôt à la main des municipalités qui créent ces assemblées, qui réfléchissent sur un certain nombre de sujets, qui font des propositions, qui sont reprises par les élus et qui vont adapter la politique de la ville aux besoins et aux projets que les seniors ont pu mettre en perspective. Donc voilà, c'est l'attention qu'on doit porter. Après, moi je rappelle à chaque fois, demain c'est nous les vieux. Donc même si on n'a pas le sens commun de s'occuper et d'avoir cette considération, il faut quand même qu'on se pose un peu les vraies questions parce qu'on a tous des envies et comment les choses vont évoluer. Ce ne seront pas les mêmes établissements demain, ce ne sera pas le même accompagnement à domicile, mais il faut se mettre autour de la table pour en parler et définir les politiques. Justement, comment on travaille quand on gère des EHPAD à justement le domicile et l'EHPAD pour pas que la personne âgée, au bout d'un moment, finisse en EHPAD mais n'ait jamais entendu parler de l'établissement avant, etc. Comment on fait ça pour que le parcours finalement soit un petit peu mêlé et que ce ne soit pas soudain, que ce soit pas... Encore une fois, on va vers désormais le quartier. C'est ce qu'on a comme politique de manière à dédramatiser l'arrivée dans l'EHPAD. Je pense qu'il y a aussi une meilleure jonction à faire avec les services d'aide à domicile. Nous devons être beaucoup plus main dans la main autour de ce qu'il y a à faire auprès des personnes qui sont en dernier lieu, celles qui choisiront leur manière de vivre, leur lieu de vie, jusqu'à ce que peut-être la maladie leur impose, là pour le coup, des choix qu'ils n'ont pas forcément décidé, mais tant qu'il y a de la possibilité à se maintenir à domicile, et c'est généralement ce qu'elles veulent faire, eh bien, on doit les accompagner, mais en dédramatisant encore une fois le modèle EHPAD, qui n'est pas un modèle qui n'a pas de raison d'être. Au contraire, à un moment donné, la dépendance fera qu'il sera nécessaire d'agir dans un milieu un peu plus hospitalier. Mais en attendant ce moment-là, ne mettons pas des fantasmes négatifs autour de ce type de structure. Justement, l'EHPAD n'est pas en effet forcément un mouroir comme vous le dites et comme beaucoup l'ont en tête. C'est un lieu de vie où règne une ambiance conviviale, des animations adaptées, on le disait aussi, et c'est le cas de l'EHPAD de Wany. Rose Détré s'est rendue sur place pour nous regarder. En ce 18 juin, les résidents de l'EHPAD Stéphane Kubiak ont pu participer à leur Bistrobiac sous le thème de la France libre. Un rendez-vous mensuel animé par Karine, leur animatrice, et qui leur permet de se retrouver, de chanter, danser et s'amuser. Il est conçu pour ramener de la convivialité, de passer un moment ensemble, de pouvoir réunir tout type de résidents et aussi de leur rappeler les souvenirs de leur temps d'avant, en fait, tout simplement. Un moment festif qui réunit les familles autour d'un petit verre. Alors, les animations sont nombreuses et les animateurs sont surtout bienveillants avec nos aînés. C'est important pour nous. Dès que j'ai la possibilité de le faire, je viens avec elle et puis comme ça, je profite aussi d'un moment avec elle un petit peu plus joyeux, on va dire.
il est important de continuer à vivre et profiter de la vie, même en EHPAD. Ici, on est un établissement où on vit. On vient en EHPAD, comme dit Monsieur Pifto, on vient à l'EHPAD pour continuer à vivre. Donc ça, c'est important. Donc il faut que la vie continue. Dans les EHPAD, on vit et il faut continuer à vivre. Je pense que c'est le principal. Le Bistrobiac, un rendez-vous à ne pas manquer dans cet établissement. On parlait tout à l'heure des expérimentations, des habitats partagés, des habitats inclusifs, etc. Laurence Deleur, vous avez vu certains cas dans ces pays que vous avez traversés. C'est une fausse bonne idée ou... Non, c'est pas une fausse bonne idée. De toute façon, il faut développer des tas de structures entre le domicile et l'EHPAD. Il y a des gens qui n'iront jamais en EHPAD, qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui veulent à tout prix quitter le domicile, mais qui sont encore en pleine forme. Donc il y a des tas d'offres qui se développent, comme les résidences autonomie, les résidences services, les anciens foyers logements là, qui sont transformés en résidence autonomie. Il y a aussi de l'habitat partagé, donc. Donc c'est souvent des petites maisons, des colocations entre seniors. Effectivement, oui, j'ai enquêté sur l'une des sociétés qui a ouvert des colocations pour personnes âgées. Le problème principal, je pense, c'est quelle autonomie, voilà, les personnes âgées qu'on accueille, quelles autonomies elles peuvent encore avoir ou pas dans ces logements. Parce que c'est pas des EHPAD, c'est pas des structures médicalisées. Il n'y a pas de personnel médical. Alors il y a des services de soins infirmiers qui peuvent venir, qui donnent des médicaments, etc. Mais c'est pas une surveillance nuit et jour comme on peut avoir à l'EHPAD, un médecin qui peut voilà, se rendre compte s'il y a des soucis de santé. Et cette tendance, voilà, dans la société que j'ai suivie à Gévy, qui a été rachetée par le groupe Corian, qui est devenu Clariane, effectivement, il y avait une tendance à accueillir des personnes déjà assez dépendantes et ensuite à devoir les pousser vers la sortie parce que ces personnes prenaient trop de temps aux auxiliaires de vie. Mais du coup, pour les familles, c'est dramatique parce qu'en général, quand la personne âgée déménage dans cette structure, c'est pour y finir ses jours. C'est finalement un peu la fin, quoi. Et le déménagement, déjà pour nous tous, c'est un moment de vie très particulier, mais pour une personne âgée, c'est très compliqué à vivre un déménagement. Bon, moi, je rejoins vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce type de structure intermédiaire, mais ça porte bien son nom, intermédiaire. Ensuite, c'est comment on fige un parcours coordonné, qui ne va pas être le même pour tous, mais à chaque fois, la promesse, c'est d'avoir une solution qu'on sera à même de proposer. Et pour ça, il y a un besoin de coordonner l'ensemble des acteurs, du domicile, de ceux qui gèrent toutes les habitations, de ceux qui gèrent les services publics et autres. Donc voilà, il y a peut-être des postes de coordonnateurs en bien vieillir, de care manager, des choses là encore qui sont un peu poil à gratter, qui n'existent pas, mais qui vont faire beaucoup de bien. Là encore, la logique de quartier est intéressante. Chaque quartier a son ADN et les gens ont envie de bien vieillir chez eux, dans leur environnement, avec leurs proches, leur commerce, leurs médecins, etc. Donc sans les déraciner, la logique de quartier est vraiment intéressante à travailler. Après, il faut répliquer un certain nombre d'expérimentations, étudier ce que ça donne, et puis peut-être les démultiplier le cas échéant. Effectivement, c'est ce que cherchent les maires que j'ai pu rencontrer de communes rurales, c'est à trouver une solution pour les personnes âgées de leur territoire et qui veulent rester chez elles. Ouais, et c'est en cela que ces solutions d'habitat partagé séduisent beaucoup les maires parce qu'ils n'ont rien à faire et c'est une solution qui s'implante dans leur commune, dans des toutes petites communes. Une dernière question, la prise en charge des aidants aussi, évidemment, c'est-à-dire que c'est extrêmement important face au vieillissement de la population, elle va vraiment se poser, elle se pose déjà. Comment on fait pour, Guillaume Alexandre, pour faire en sorte que les aidants puissent souffler et un peu de répit finalement? Alors, vous avez des habitats qui, dans les EHPAD qui peuvent accueillir temporairement des personnes âgées pour que la famille puisse se reposer. Donc ça, c'est un élément. Mais au-delà, il y a des choses qui se mettent en place, des plateformes notamment, qui donnent des conseils aux aidants. Vous avez l'Agence régionale de santé qui agit aujourd'hui à travers son projet régional de santé vers les aidants. Les moyens restent modestes et les besoins sont conséquents puisque nous vieillissons tous, ça a été dit, et que forcément, il va y avoir une multiplication des aidants autour des personnes âgées qui elles-mêmes vont augmenter en nombre. Ce qui veut dire que là, pour le coup, on a aussi besoin d'ambition par rapport aux politiques publiques pour aider ces aidants. Il faut savoir que dans un EHPAD, avoir une place d'hébergement temporaire ou d'accueil de jour, autre formule possible, ça a un coût. Ça a un coût et c'est quelquefois des logements qui sont très utilisés pendant les vacances, par exemple, et beaucoup moins utilisés à d'autres moments. Est-ce que la communauté, la France, le département, qui sais-je, est capable de dire ce prix-là, je suis prêt à l'assumer parce que ça va apporter du bien-être aux aidants et finalement la personne qui reste à son domicile, grâce aux aidants, restera encore longtemps au domicile. C'est une dépense qui ne se fera pas à l'EHPAD.
mais encore faut-il comprendre qu'on doit miser aussi pour éviter cette dépense. En tout cas, merci à tous les trois. On comprend bien que c'est un travail collectif aussi qui se joue évidemment devant cet enjeu du vieillissement de la population. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Et puis, je vous invite du coup à revoir cette émission évidemment sur weo.fr et puis à voir ce documentaire Hold Up sur les vieux de Laurence Deleur qui nous a fait un plaisir d'être là. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci à vous.